Également qu'après s'être écouté attentivement, qu'on aille à identifier les causes et les raisons de tel acte posé. Et que par la suite, ceux qui reconnaissent avoir posé un acte de contribution à cette crise et à ce massacre que nous avons vécu, qu'ils aient aussi l'honnêteté, mais le courage surtout, de reconnaître leur part de contribution. Alors, et suite à cela, je crois que sincèrement, la réconciliation est un devoir, et par cette réconciliation, le pardon vient pour consacrer. Monsieur Cissé, vous dites la réconciliation est un devoir, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette crise élargisse le fossé en Côte d'Ivoire entre les chrétiens et les catholiques et vous, les musulmans? Il y a des membres du clergé catholique qui ont clairement pris parti. Il y a des responsables musulmans qui ont clairement pris parti. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces deux familles religieuses peuvent se retrouver? Nous sommes obligés de nous retrouver. Et si vous dites que les uns et les autres, parmi le clergé, les leaders religieux qui ont pris parti ici ou là, c'est peut-être vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, pas entièrement, parce que ce n'est pas une majorité, ni du côté des musulmans. Nous avons posé un acte très significatif. Lorsqu'il y a eu une grenade lancée dans une mosquée à Bassam, nous sommes montés au créneau que les politiciens veulent changer ou, disons, basculer le sens de cette guerre ou ce conflit pour nous entraîner sur un terrain religieux. Ce qui n'est pas... Là, ce serait à en ajouter à la gravité de la situation. Nous avons passé un message à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, jeunes comme vieux ou adultes, pour leur dire: ne réagissez pas. Nous avons eu pas moins de 15 imams assassinés par balle. Et nous avons dit: nous souffrons dans notre âme, dans nos cœurs. Cependant, l'avenir du pays est plus important que cette gravité, c'est même gravissime, mais que nous devons avoir le temps de respecter les lieux de culte des chrétiens, de ne pas toucher à un religieux. Mais par contre, nous n'avons pas, et vous avez raison, nous n'avons pas vu le feedback de beaucoup de nos, disons, de nos collègues des autres confessions religieuses qui manifestement devaient prononcer un acte fort pour dire: nous condamnons le maître des imams et d'être de clergé musulman. Bon, ce sont des situations que nous avons connues, mais il n'en demeure pas moins que nous avons la volonté, et cela depuis la haute hiérarchie de la communauté musulmane, qui nous dicte et qui nous enseigne que nous devons aller de l'avant. Les portes du dialogue sont ouvertes aussi bien dans nos livres saints que par le comportement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous suivons, de tendre la main à nos frères, de nous asseoir à la même table, quitte à nous critiquer et dire ce qui... demander qu'est-ce qui ne va pas. À la table de la commission dialogue, vérité et réconciliation, par exemple, ça peut être le lieu où les chrétiens et les musulmans vont se retrouver? Ça peut être le lieu, ça peut se faire en amont, mais c'est une nécessité qu'on se le dise, franchement, parce que voulez-vous... On va en parler, monsieur Cissé, on va en parler de cette commission Vérité et Réconciliation. Nous a rejoint sur ce plateau Eugène Duet, merci d'être avec nous. Vous êtes un proche de Laurent Gbagbo, vous êtes membre du LMP, la coalition de Laurent Gbagbo. Vous êtes l'un des fondateurs de la FESI qui est ce syndicat étudiant pro-Gbagbo, qui est accusé d'exaction, de violence. Vous-même, vous êtes sous sanction onusienne, je crois, oui. Et vous n'avez pas le droit de quitter aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez combattu, vous? Ah non, pas du tout. Je n'ai pas combattu. Et je ne voyais pas, moi, à cette époque,
la lutte comme cela. Je ne voyais pas à ce moment-là la crise comme un combat militaire, un combat armé. Et donc je n'ai pas pris part au combat. Mais la FECI est quand même accusée d'exaction. Oui, je ne suis pas le secrétaire général de la FECI. Vous êtes l'un des membres fondateurs. Oui, j'ai participé à sa création le 21 avril 1990. À cette époque, c'était un syndicat estudiantin. Nous avons créé la FECI pour combler le vide que venait de créer, n'est-ce pas, la dissolution du BSI et aussi pour respecter le pluralisme. Vous étiez dans le camp de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à la réconciliation? Oui, je suis prêt, plus que prêt. Nous en avons posé quelque part. Vous avez pu observer que le 13 avril, 2 jours après l'arrestation du président Gbagbo, j'ai dû lancer un appel général à tous les membres de LMP pour leur demander d'arrêter les hostilités. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire avant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, justement? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? 2 jours après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Je pense que c'est là qu'il fallait lancer cet appel. Oui, mais parce que... Parce que la bataille était perdue? Vous voyez, quand on raisonne comme ça, on n'est jamais sage. Parce que si vous voulez dire que c'est parce que la bataille est perdue et qu'il faille continuer, c'est-à-dire que les massacres vont continuer, c'est-à-dire que les destructions vont commencer, il faut savoir arrêter en toutes choses. Il faut savoir s'arrêter quelque part. Et je pensais qu'il était temps de s'arrêter. J'ai demandé à tous les autres d'arrêter et principalement à Yopougon où il y avait encore quelques postes de résistance. J'ai dit d'abord d'arrêter en appel et j'ai pris contact avec ces jeunes de Yopougon et de concert avec les responsables FRC, les commandants, nous sommes rentrés en contact avec ces jeunes, nous avons travaillé pour que les choses soient limitées à Yopougon. Alors on va écouter dans un instant le témoignage d'un jeune de la FECI, un repenti. Vous réagirez évidemment à ce témoignage. Patrick Ngouan, on ne vous a pas donné encore la parole. On a vu ces exactions à Douékoué qui auraient été commises par les FRCI, mais des exactions, il n'y en a eu pas qu'à Douékoué, il y en a eu également à Abidjan, commises par les forces de Laurent Gbagbo. On voit aujourd'hui un pays qui est fracturé. Comment est-ce que c'est possible de se réconcilier après toutes ces violences? Est-ce que c'est déjà possible selon vous? C'est possible. Je voudrais répondre sur votre première question posée à l'imam. Vous voyez, il y a des religieux qui ont pris parti pour un camp ou un autre. Mais à ma connaissance, je parle en tant que coordonnateur de la Convention de la société civile au sein de laquelle il y a des associations qui nous ont fait l'honneur de faire partie. Le Conseil supérieur des imams, le Conseil national islamique, la Commission de justice de l'Église catholique, ils sont tous représentés dans la Convention. Je n'ai jamais vu une institution religieuse prendre parti pour un camp ou un autre. Ni la conférence épiscopale, ni le COSIM, ni le CNI, ni les autres, la Fédération évangélique n'ont pris parti pour un camp. Qu'un imam ou un pasteur ou un évêque prennent de manière individuelle position, ça n'engage pas, à ma connaissance, son institution. Donc je ne voudrais pas qu'à chaque fois qu'on dise que les religieux ont pris parti pour un camp ou un autre. Je m'inscris en faux, je passe sous le contrôle de l'imam qui est à côté de moi. Aucune institution religieuse n'a pris parti. Et ils ont fait leur travail en tant que rassembleurs. Et nous avons vu tout l'effort qu'a fait les responsables religieux musulmans qui ont demandé officiellement à leurs fidèles de ne pas réagir à la provocation qui consistait à créer un conflit interreligieux. Et j'étais en France, j'ai pu faire un rapport à la communauté catholique de France. Et vous avez vu une déclaration de toutes les ONG catholiques de France, ACAT, Secours catholique, CCFD, bien d'autres, qui ont signé une déclaration condamnant les attaques des mosquées et demandant que la communauté catholique de France se mobilise pour dénoncer cette situation. Donc, je voudrais fermer cette parenthèse. Deuxième chose, c'est la question de... la réconciliation. La réconciliation, c'est qu'on vient de voir à la télévision à Douékoué. Je pense que si on veut aller à la réconciliation, il faut que les faits soient basés sur la vérité. C'est pour cela qu'il faut une commission d'enquête. Tant que les enquêtes n'ont pas abouti, moi, en tant que militant des droits de l'homme, j'attends. Mais des enquêtes indépendantes. Nous insistons bien sur ce mot. Que ce soit à Abidjan, à Douékoué ou ailleurs, nous voulons qu'on puisse aller au bout des enquêtes avant de rechercher les auteurs. Mais qu'a priori, on ne dise pas c'est un tel camp qui a tué, un tel camp qui a tué. Allons au bout des enquêtes, mais une enquête indépendante et crédible.
Donc, problème d'indépendance. Mais est-ce que vous êtes prêt à participer à ces commissions d'enquête, la société civile? Bien entendu, oui. Vous voyez, dans 2 semaines, nous allons faire un séminaire spécial sur la question de la réconciliation. Au sein de la Convention de la société civile ivoirienne, nous avons des experts. Dans ce pays, la classe politique n'a jamais voulu prendre en compte l'expertise de la société civile. Où on est arrivé là, c'est l'entière responsabilité de la classe politique. Nous leur avons dit que nous avons l'expertise en matière électorale. On a été mis à côté, carrément. Voilà où nous ont conduit les institutions que les politiciens ont mis en place. Aujourd'hui, nous lançons un appel pour dire qu'en matière de réconciliation, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous avons des experts qui sont capables de faire une approche transversale de ce qui s'est passé en Europe. Je parle de l'Europe de l'Est, en Yougoslavie et autres. Je parle de l'Afrique australe, Afrique du Sud, Burundi, Rwanda. Nous avons des experts qui sont capables de nous permettre de proposer des thèmes de référence de la commission indépendante, non pas la commission gouvernementale, commission indépendante, vérité, repentance, justice et réconciliation. Donc, nous avons les moyens de proposer des experts et pourquoi faire une enquête indépendante. Alors justement, M. Ngouan, puisque vous insistez sur l'indépendance de ces enquêtes, qu'est-ce que vous pensez des enquêtes qui vont être lancées, certaines ont même commencé, des Nations Unies? Ce n'est pas une garantie d'indépendance pour vous? Oui, ça peut être une garantie d'indépendance, mais le fait, la deuxième condition après l'indépendance, c'est la confiance. C'est les 2 éléments pour que les enquêtes puissent arriver à être efficaces. Vous n'avez pas confiance, pour rebondir sur ce que disait Jean-Karim, vous n'avez pas confiance? J'ai confiance, mais il faut que tous les Ivoiriens, je parle de toutes les parties prenantes, aient confiance dans cette structure-là. Donc, si vous pouvez faire un travail objectif, si les gens qui sont concernés n'ont pas confiance, ça pose problème. Vous voyez, quand Gbagbo a récusé Blaise Compaoré dans le panel des chefs d'État africains, quand j'ai soutenu Gbagbo pour dire que, à mon avis, si Gbagbo récuse Blaise Compaoré, que l'Union africaine remplace Blaise Compaoré, on va traiter de tous les noms en Côte d'Ivoire ici. Je parle dans le côté du RHDP. Quand Alassane Ouattara a récusé le ministre capverdien délégué par l'Union africaine, j'ai dit, mais il a raison. L'Union africaine ne peut pas choisir quelqu'un pour venir régler un problème si une des parties n'approuve pas cette personne. C'est la moindre des choses. Donc je voudrais que... Mais je ne doute pas de la bonne foi de Blaise Compaoré ni de ministre capverdien. Mais je veux que quand même les gens sont compétents et qui sont de bonne foi, que les parties concernées aient confiance. Vous doutez de la bonne foi des Nations Unies dans ces enquêtes? Donc les Nations Unies, je ne doute pas du tout de leur bonne foi. Je fais partie des gens qui ont demandé que même après les élections, on puisse prolonger le mandat des Nations Unies. Vous pouvez demander aux gens des Nations Unies, ils vont vous confirmer ce que j'ai dit. Ça veut dire que je confirme aux Nations Unies. Mais il faut que toutes les parties aient aussi confiance pour que le travail des Nations Unies puisse aboutir à... On va parler de cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation tout à l'heure. Mais je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de cet ancien membre de la FESI, ce syndicat donc étudiant pro-Gbagbo, accusé, je vous le disais, de pratiques violentes, d'exactions. Témoignage recueilli, pardonnez-moi, par notre confrère de TV5 Monde, Rémi Vincent. Donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous, F6, je ne suis pas patron, je suis F6. Et on a commis des fautes graves. Quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? À la F6, on a tué. On a frappé des gens. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Eugène Djoué, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un repenti, tout comme cet homme qu'on vient d'entendre qui a témoigné? Ah non, surtout pas me comparer à un élément de la FESI qui se répand aujourd'hui. Moi, je suis un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire et qui vient de se rendre compte au bout de 10 ans de crise que nous sommes allés trop loin. Il faut que les gens comprennent cette expression parce que quand on le dit deux fois, d'autres veulent se retirer, mais nous sommes allés trop loin. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes dans ce pays et nous avons pu, par nos contradictions, que nous n'avons pas